Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. On s'intéresse rarement, et généralement de manière superficielle, lorsqu'on le fait, à la vie intellectuelle des pays d'Europe de l'Est. Elle nous semble périphérique, lointaine. Mais nous avons tort. Au contraire, elle nous permet de jeter un regard essentiel à la fois sur le dernier siècle et sur celui qui commence, et sur notre civilisation, qu'elle regarde à travers le prisme de la petite nation. Plus encore, elle nous permet de jeter un regard singulier et d'une grande richesse sur la modernité et ses impasses. Pour nous plonger dans cet univers, je reçois la philosophe Chantal Delsol, qui vient de publier La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945, un ouvrage sous sa direction, un ouvrage qui prend la forme d'un passionnant dictionnaire encyclopédique sur la question. Chantal Delsol, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, une première question, tout simplement. On a l'habitude de parler des deux Europes, de l'Europe occidentale, de l'Europe orientale, et à la lumière de votre ouvrage, à la lumière des nombreuses contributions qu'on y trouve, on constate qu'il y a presque une différence philosophique, une différence dans le rapport au monde, une différence dans la situation existentielle de deux Europes. Quel est le principe qui constitue cette différence entre les deux Europes? Je pense que ce serait le terme romantique. Par rapport à rationnel, nous sommes des pays rationnels, rationalistes, et eux, ce sont des pays romantiques avec tout ce que ça suppose derrière. Enfin, il y a tout un monde derrière ça. Ce sont des lumières, mais des lumières romantiques qui ressemblent un peu aux lumières romantiques allemandes, à Herder, si vous voulez. Ils sont davantage herdériens que cartésiens, on peut dire ça. Et lorsque vous dites romantique, vous pensez à la définition de la culture, à la définition de la nation, à la définition du peuple, autrement dit une définition plus culturelle, par exemple, que civique ou administrative de la nation? Exactement. La vision qu'ils ont de la nation, de la culture, de l'histoire, de la langue, même de la religion, est une notion davantage romantique que rationaliste par rapport à nous. En tout cas pour l'instant, parce que ça peut changer après. Vous savez, ils vont peut-être finir par s'aligner sur nous, ce que je personnellement, je pense que ça serait pas une chose formidable, mais enfin, on ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, c'est ça. Après le XXe siècle, c'est ça. Ils ont par exemple une vision de la nation complètement culturelle et narrative, alors que nous avons souvent une vision de la nation plus rationnelle, administrative. Vous voyez. Alors, justement, vous évoquez, c'est la question de la nation. Quand on s'intéresse à l'Europe de l'Est, mais à partir du monde occidental, très souvent, justement, un des thèmes qui ressort, et peut-être est-ce dû à Milan Kundera, c'est le thème de la petite nation. Le thème de la petite nation qui, par exemple, un philosophe comme Alain Finkielkraut a eu l'occasion d'en parler, vous en avez parlé aussi. C'est un thème qui nous vient d'Europe de l'Est à certains égards, bien qu'il ne lui soit pas exclusif. Nous le connaissons aussi chez nous de notre côté de l'Atlantique. Mais comment pourrait-on caractériser ce qu'on appelle la petite nation, qui est un thème qui est très présent et qui est présent, soit dit en passant, dans le dictionnaire que vous nous présentez? Oui, bien sûr, il y a forcément plusieurs mentions de ce thème-là, et il y a plusieurs articles de l'encyclopédie. Je me rappelle que les Canadiens, plutôt les Québécois, nous avaient invités, Michel Massowski et moi, Michel Massowski qui est un Polonais, qui est professeur à la Sorbonne de littérature polonaise. On avait été invités par des Québécois sur un colloque sur les petites nations, parce que justement les Québécois jugeaient qu'ils étaient eux-mêmes une petite nation et que par conséquent il y avait sûrement des liens à établir avec les gens d'Europe centrale. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous aviez connaissance de ça ou de ces travaux qui ont oui, vous avez connaissance de ça. Et alors effectivement, il y a beaucoup de réflexions là-dessus, parce que non seulement ce sont des nations petites d'un point de vue géographique, spatial,
démographiques, oui, mais elles sont petites parce qu'elles sont coincées entre plusieurs empires qui, au fond, les écrabouillent au cours de l'histoire. C'est ça, et c'est bien pour ça qu'elles sont tombées dans l'escarcelle du communisme, entre autres. Donc, elles sont petites à tous les égards, et donc elles se posent constamment la question de savoir comment on peut exister quand on est si petit, si faible et si précaire, parce que finalement, comme disaient leurs auteurs, comme disent leurs auteurs, leur liberté leur est constamment conférée par d'autres. Ils sont pas en mesure de la conquérir. Vous voyez, c'est assez dramatique ça. Alors comment exister? Eh bien, il y a eu un tas de thèses autour de ça. La plus belle étant évidemment celle de Patočka, qui dit, vous vous souvenez peut-être de la phrase de Camus qui disait quand on peut pas être un conquérant, il faut être un témoin. Patočka disait si on est une petite nation qu'on peut pas avoir la puissance, il faut faire énormément de bien autour de soi, c'est-à-dire être un producteur de bienfaits. Alors évidemment, c'est une très belle phrase morale, hein. Et d'ailleurs plus que la phrase, parce que Patočka le pensait réellement, mais c'est quand même très très compliqué à réaliser. Mais toute la question de la petite nation a été en permanence une réflexion dans tous ces pays, et surtout, je dirais, surtout chez les Tchèques et chez les Slovaques. Beaucoup moins chez les autres. Pourquoi? Parce que la Pologne se sent grande. Elle l'est certainement, je ne sais pas par rapport à quoi, vous voyez, c'est compliqué à dire. Elle se sent grande parce qu'elle elle a l'impression que la République des deux nations polono-lituanienne n'est pas si lointaine. Elle a l'impression qu'elle a une influence réelle à l'Est, et c'est d'ailleurs probablement vrai. La Hongrie, parce qu'elle a encore le souvenir du Grand Empire, et la Roumanie aussi, le souvenir de la Grande Roumanie. Ce sont les Tchèques et les Slovaques qui développent le plus cette idée. Il y a énormément de textes là-dessus chez les Tchèques et les Slovaques. Alors, on parle de petite nation, on parle de nation qui sait qu'elle peut disparaître, c'est une nation qui est consciente de sa précarité. Est-ce qu'on peut dire que la deuxième moitié du 20e siècle, même on pourrait aller bien avant ça, mais a été fondamentalement traumatique justement pour ces petites nations d'Europe centrale, c'est-à-dire une indépendance confisquée ou sous tutelle, une identité qui était souvent écrasée d'une manière ou de l'autre. Est-ce qu'on peut dire que la deuxième moitié du 20e siècle, pour les petites nations d'Europe centrale, ce n'est donc pas seulement l'expérience du communisme, du totalitarisme, sur laquelle nous reviendrons par ailleurs très bientôt, mais d'abord une expérience traumatique tout simplement, c'est-à-dire de domination nationale, finalement ils passent d'un empire à l'autre sans être capables d'avoir leur pleine indépendance politique. Oui, bien sûr, ça a été, le XXe siècle a été pour ces petites nations une succession de déboires et pour parler de leur côté, une succession de trahisons. Ils ont tous eu l'impression d'avoir été trahis par l'Occident, toujours plus puissant, toujours plus riche, et finalement toujours traître. Hein. Le traité de Trianon, par exemple. Enfin, et puis alors évidemment est arrivé le nazisme avec tous les drames évidemment que ça suppose, et le communisme est arrivé par-dessus, et il y a plusieurs articles qui en parlent de ça dans cette encyclopédie. Le communisme est arrivé par-dessus sans donner à ces peuples la possibilité, je dirais même pas de faire leur deuil, parce qu'on fait pas le deuil de l'Holocauste, hein, mais d'en parler, de purger un peu, vous voyez, d'assumer les mémoires. Ça a été recouvert immédiatement, la mémoire de l'Holocauste, qui avait même pas commencé à devenir une mémoire, a été recouverte immédiatement par le manteau sombre du communisme, et finalement toutes ces mémoires traumatiques se sont agglutinées les unes sur les autres, ce qui fait que lorsque le mur s'est ouvert en 89, c'était des pays qui étaient quand même assez détruits psychologiquement et même spirituellement, enfin ce sont eux qui le disent. Donc c'est vrai que pour eux le XXe siècle a été terriblement traumatique, et aujourd'hui c'est pas fini, au sens où ils sont quand même très inquiets de leur relation avec l'Occident, d'où les régimes illibéraux dont on parlera peut-être.
dont nous parlerons assurément, mais passons par l'étape du communisme, en effet. Vous dites le 20e siècle, donc elle était effectivement traumatique, le communisme, le manteau sombre du communisme s'est jeté sur les pays d'Europe de l'Est. Vous dites que ce sont des pays qui en sont sortis dévastés spirituellement et culturellement. Et pourtant, quand on s'intéresse, et on le voit dans le dictionnaire, quand on voit de quelle manière les différents pays d'Europe de l'Est ont résisté au totalitarisme, c'était aussi quelquefois, donc ce n'était pas seulement, je dirais, au nom d'une conception libérale, occidentale, des droits de l'homme, et ainsi de suite. C'était pas BHL qui résistait, disons ça comme ça, au communisme. C'était souvent au nom d'une certaine conception de la culture, de la religion même, de l'identité nationale, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on peut pas dire que les ressources spirituelles ou culturelles des pays d'Europe de l'Est leur ont permis par ailleurs d'offrir une critique originale et une résistance originale au totalitarisme communiste qu'à l'Ouest, on avait tendance à critiquer quelquefois strictement dans la matrice de la démocratie libérale? Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Je dis que c'était des pays dévastés parce qu'effectivement, ce sont eux qui le disent. Hein. Je me permettrai pas de le dire comme ça de l'extérieur. Quand ils parlent, par exemple, de l'Homo soviéticus, ça veut dire pour eux quelque chose de très précis. Ça veut dire qu'est-ce qu'on nous a obligés à devenir. Ils parlent de beaucoup de défauts qui ont surgi dans ces sociétés qui étaient dominées par une espèce de misère kitsch. Et évidemment le manque de liberté permanent. Quand je dis dévasté, je veux dire que ils ont vraiment. Je me rappelle la première fois que je suis allée en Pologne après la chute du mur, j'ai été frappée par une chose qui peut paraître bizarre, mais l'état physique déplorable des gens. Les gens n'avaient plus de dents. Dès l'âge de 50 ans, on voyait beaucoup de gens qui boitaient très bas. Enfin, on sentait que, si vous voulez, c'était des gens qui n'avaient pas été soignés, en fait. C'est ça. Parce que quand vous n'avez plus de dents à 60 ans ou 70 ans, c'est que vous n'avez pas été soigné. Vous pourriez en avoir, hein, si les soins étaient normaux. Et mes amis me disaient, mais vous savez, à l'intérieur, c'est pareil. Il y a des blessures absolument énormes. Donc, c'est ça que je voulais dire. Alors, cela dit, bien sûr, il est tout à fait vrai que la culture et la spiritualité non seulement n'étaient pas touchées, mais c'était elles qui avaient permis de résister. La culture d'abord, parce que comme c'était des pays qui finalement étaient constamment récupérés ou conquis ou pris par des empires extérieurs depuis très longtemps, hein. Il y a qu'à voir la Pologne, hein. Donc le nombre d'insurrections était au prorata. C'était des gens qui ne s'identifiaient pas à la politique, mais à la culture. La culture avait a chez eux une importance très certainement qu'elle n'a pas chez nous. Quand ils avaient des problèmes pour la transmission de la culture, ils créaient aussitôt des universités dans les caves, hein, qu'on appelait en Pologne universités volantes, dans les caves, dans les salons. J'ai un certain nombre d'amis en Roumanie dont le père, prêtre caché, disait la messe dans la cave. C'était des traditions de vivre comme ça. Donc la culture, effectivement, très importante. Et finalement, elle se transmettait quand même. Quant à la spiritualité, nous avons effectivement là un certain nombre de pays qui ont conservé leur religion, en tout cas pour l'instant, parce que je ne suis absolument pas sûr que la Pologne ne va pas faire comme le Québec dans les années 60. Pas sûr du tout. Je sais pas ce qui va se passer. Et donc tous ces pays ont gardé leur spiritualité. Le seul pays, il y a un pays qui n'a pas de spiritualité, c'est la République tchèque. Donc elle n'a pas gardé parce qu'elle l'avait pas. La Tchéquie est un pays agnostique, enfin dans l'ensemble, naturellement, je ne vais pas généraliser, il y a un petit pourcentage de chrétiens, mais très peu. Tous les autres sont des pays soit catholiques, soit calvinistes, comme la Hongrie, soit orthodoxes, comme la Roumanie, enfin, en grande partie, et avec des spiritualités encore extrêmement fortes. Et je pense qu'effectivement, la force de la spiritualité a dû très certainement jouer pour maintenir ces peuples à flot pendant le communisme qui a duré très 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 longtemps. Moi, je me rappelle, par exemple, j'avais invité un certain nombre de collègues roumains pour un colloque en France. Évidemment, ils étaient absolument fous de joie parce qu'on leur payait le voyage, etc. Et c'était pour eux la première fois qu'ils quittaient leur pays dans les années 90. Et ils m'avaient téléphoné avant en disant, mais
il faut aussi inviter un tel. Alors je dis bah pourquoi? Oui, d'accord. Ah bah parce que c'est un ancien communiste, il a tout fait pour nous embêter et même d'ailleurs il a fait plus que ça, mais comme nous avons pardonné, nous ne voulons pas le mettre de côté. Vous voyez, donc on l'a invité parce que on voulait pas le mettre de côté, parce qu'on voulait pardonner. Et donc tout ça, c'est évidemment, ça provient de la spiritualité. Pour en arriver à des choses pareilles, surtout quand on sait ce qui s'est passé en Roumanie, ce qui était probablement le pays le pire, pardonner, c'était pas rien. Donc effectivement, ça manifeste une très très grande spiritualité. Alors, vous avez évoqué la question des universités clandestines. Et c'est un autre aspect que j'aimerais aborder dans le cadre de cet entretien, parce qu'il est très présent, me semble-t-il, dans le dictionnaire. C'est cette idée que la vie intellectuelle, sous la domination communiste, donc après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à la chute du mur de Berlin, jusqu'au retour de la démocratie, la vie intellectuelle en Europe de l'Est était condamnée à une forme de dédoublement. Il y a on réfère beaucoup à la langue de bois, à la novlangue dans le dictionnaire. On fait référence à la nécessité pour l'intellectuel de se dédoubler, c'est-à-dire donner des gages au système et ensuite poursuivre clandestinement la vie de l'esprit d'une manière ou de l'autre dans des salons, dans des universités clandestines, à l'abri du régime. La perversion du langage qui vient avec le fait qu'il y a une forme d'idéocratie, pour parler comme Miloche, un régime avec une orthodoxie forte, et l'obligation de donner des signes d'adhésion publique ostentatoire à ce régime. Donc, de quelle manière le communisme, le totalitarisme, dans la deuxième moitié du XXe siècle, a-t-il affecté la vie de l'esprit dans les pays d'Europe de l'Est? Est-ce qu'on peut dire que la vie de l'esprit était condamnée au dédoublement et à la clandestinité en permanence? Mais il y a eu forcément un dédoublement parce que il n'y avait pas moyen de faire autrement, puisque pratiquement tout était interdit. Donc, si on voulait ne serait-ce que penser librement, déjà, là, c'est la première chose. Il fallait le faire en silence et pour parler librement, il fallait se cacher. Naturellement, pour déployer des œuvres d'art, alors c'était encore plus compliqué. Il fallait le faire aussi de manière cachée. Il y a eu énormément d'artistes à ce moment-là qui se sont produits. Il y a eu des théâtres, enfin, il y a eu des œuvres absolument extraordinaires. Bon, cela dit. Il n'y a pas eu que cet aspect. Il y a eu, et c'est ce qui nous intéresse principalement dans ce livre, et il y a eu une magnifique analyse de tout ce qui leur arrivait. Si vous voulez, imaginez que, parce que tous ces pays, c'était des pays, plusieurs avaient déjà été complètement démocratiques. C'était le cas de la Tchéquie, de la Pologne, la Hongrie. Bon, on pouvait pas parler vraiment de démocratie au sens occidental, mais c'était des régimes libres, c'était des pays libres. C'était pas des pays barbares. Donc, imaginez que vous prenez un philosophe et vous le mettez, je sais pas, dans la cage d'un cannibale. Mais c'est à peu près ce qui est arrivé là. Vous prenez des peuples, des sociétés qui étaient extraordinairement développées, avec une culture très riche à tous égards, et puis vous les obligez à vivre comme des cannibales. C'est à peu près ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Le philosophe dans la cage du cannibale, il va beaucoup souffrir, ça c'est évident, mais quand il sortira avec des analyses absolument éblouissantes, vous voyez, parce que il va analyser tout ce qui lui arrive, il va analyser le caractère du gars qu'il est en face de lui, etc. Et là, nous avons c'est pour ça que je regrette que nos pays ne connaissent pas assez ces pays-là, parce que nous avons une analyse de la situation humaine, des analyses anthropologiques, des analyses du totalitarisme, des analyses politiques, des analyses du bien et du mal, des analyses morales très intéressantes qu'on ne trouve pas chez nous, tout simplement pas parce que nous ne sommes pas capables de les faire, mais parce que eux, ils se sont trouvés dans une situation où véritablement vu leur qualité et leur capacité, dans cette situation, ils pouvaient faire des analyses absolument, que moi je considère comme souvent foudroyantes, si vous voulez, et que nous on n'a pas faites. Alors justement, je me permets de vous, pendant le temps d'une question, vous faire traverser à l'ouest. Lorsque je lis, par exemple, Miloche, lorsque je lis les auteurs, plus largement des auteurs qui sont traduits en français ou en anglais, et qui ont réfléchi justement au totalitarisme, aux conditions de la pensée, aux conditions de la vie intellectuelle en Europe de l'Est, au temps de l'orthodoxie, au temps de l'orthodoxie idéologique, au temps du totalitarisme, j'ai quelquefois l'impression, mais peut-être est-ce que je me trompe, que plusieurs de leurs réflexions
éclaire l'évolution des démocraties occidentales qui se veulent encore libérales officiellement, mais qui sont pas étrangères non plus à l'idéocratie, ce qu'on nomme le politiquement correct, ce qu'on nomme les différentes manières de nommer aujourd'hui une forme de pensée dominante, à tout le moins dans les milieux qui s'intéressent à la vie de l'esprit, à la vie intellectuelle, dans les médias, dans les universités. Est-ce qu'on peut dire que certaines de leurs réflexions qui ont été pensées dans un autre contexte éclairent néanmoins la vie intellectuelle peut-être aujourd'hui dans ce que devient le monde occidental? Alors, il y a toute une réflexion sur ce sujet, en effet, qui est menée assez peu par Miłosz, mais beaucoup par Havel et Kundera, Oui. qui dit finalement, le communisme n'était rien d'autre que la pointe immergée de l'iceberg de la modernité. Et finalement, maintenant que le communisme s'effondre, eh bien, la modernité continue à l'ouest, et au fond, c'est très proche. Alors, il y a un certain nombre de pages qui sont tout à fait intéressantes pour montrer cette proximité. Si vous voulez, quand on veut anéantir la religion, il est bien plus facile de l'anéantir par la dérision, ce qui arrive chez nous, qu'en fermant les églises, ce qui est arrivé au moment du communisme. Et il y a un certain nombre de comme ça de comportements qui disent Havel et Kundera, on peut évidemment pas être d'accord avec ça, qui finalement sont très proches et même ils mettent en valeur les loisirs de masse, les HLM qui ressemblent aux HLM communistes, etc. Enfin, comment dire, Kundera dit l'absurde juvénophilie du discours officiel. Vous voyez des choses comme ça, ou encore la bureaucratie, bien entendu, parce que la bureaucratie de Kafka, elle est à la fois communiste et occidentale. Hein. Donc, il y a un lien. Alors évidemment, c'est une thèse qu'on peut discuter, mais c'est une thèse intéressante que de dire que le communisme était la pointe émergée de l'iceberg moderne. Je pense que c'est quelque chose qui serait à creuser. Alors, toujours dans cet esprit, la réflexion sur le langage est très présente dans les pays d'Europe de l'Est, à tout le moins. Le fait de devoir décortiquer le langage officiel, de devoir voir ce qu'on dit en ne le disant pas et ce qu'on ne dit pas en le disant. De ce point de vue, est-ce qu'on peut dire que la réflexion sur le langage politique, on l'associe souvent en 1984 à Orwell, mais est-ce qu'on peut dire que la réflexion sur le langage politique, sur la perversion du langage, c'est véritablement dans ces pays qu'elle a peut-être été la plus avancée, la plus développée, la plus sophistiquée, la plus approfondie? Très certainement, oui, très certainement, parce que il y a eu des réflexions très importantes sur le langage du nazisme. Seulement, le nazisme n'a pas duré longtemps, et donc n'a pas laissé se développer, tandis que le communisme a duré vraiment longtemps, et nous avons effectivement des analyses qui sont très intéressantes, beaucoup plus développées que chez nous, parce que tout simplement, vous savez, pour analyser quelque chose, il vaut mieux le vivre, hein. Et donc là, c'était le cas. Par exemple, les textes de Watt, ils sont très importants. Il y a énormément de textes sur la novlangue. Alors bien sûr, ce sont des gens qui se réfèrent souvent à Orwell, parce que Orwell a quand même montré ça d'une manière carrément magique. Mais il y a effectivement beaucoup de choses là-dessus. Le communisme a eu le temps d'installer une novlangue. Vous savez, il faut du temps pour ça. Parce que la langue, comme vous savez, ce sont des habitudes. Il y a dans cette réflexion sur le langage, sur les habitudes, sur la culture, à travers tout cela, ce qui se dégage, me semble-t-il, c'est une réflexion qui, dans la deuxième moitié du 20e, a été marquée par l'antitotalitarisme. Or, le communisme tombe, le totalitarisme s'effondre, et on s'attend généralement à ce que les pays d'Europe de l'Est s'alignent sur le modèle des démocraties occidentales, reprennent le retard, décident de s'aligner finalement sur le modèle des démocraties occidentales. Et pendant un temps, c'est ce qui arrive. Mais on pourrait dire que depuis une dizaine d'années, peut-être, les démocraties d'Europe de l'Est semblent très sceptiques devant ce qui se passe à l'Ouest et sont à la recherche de leur propre modèle. On parle quelquefois de démocratie illibérale. Qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, les pays d'Europe de l'Est, pendant un bon moment, voulaient s'aligner sur l'Ouest? À tout le moins, c'est l'impression qu'on en avait. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, ils sont plutôt tentés de suivre leur propre chemin, comme s'ils ne voulaient pas finalement ressembler à ceux auxquels ils voulaient ressembler hier? Un certain nombre
un certain pourcentage de gens chez eux, c'est pas tout le monde évidemment, s'est rendu compte assez rapidement que s'ils voulaient ressembler vraiment à l'Ouest, il fallait qu'ils changent leur mentalité de façon très profonde. On en revient à ce que nous avons dit tout à fait au début sur le rationalisme et le romantisme. En fait, ils se sont rendus compte que leur modèle à eux était quand même assez différent d'une autre. Et bon, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, mais le fait que cette spiritualité dont on a parlé est encore assez importante fait qu'ils ont du mal à rejoindre très rapidement le matérialisme et le cosmopolitisme qui est le nôtre. Le matérialisme parce qu'ils sont encore spiritualistes, peut-être encore pour un temps, mais encore en tout cas. Et puis aussi ils ont du mal culturellement parce que leur culture est extrêmement importante. Ils n'ont pas du tout envie de passer à une forme de cosmopolitisme. Vous avez par exemple, mais il y a énormément de gens qui ont écrit là-dessus dans ces pays-là, un auteur personnellement que j'aime énormément, qui s'appelle Stasiuk, un Polonais, qui dit, il y a une phrase, je l'ai pas sous les yeux, mais je vous la redis de mémoire, c'est assez simple. Il dit finalement, bientôt, il n'y aura plus de France, il n'y aura plus d'Italie, il n'y aura plus de Pologne, mais il nous restera Coca-Cola, Nike et Total. Vous voyez, et c'est ça au fond. C'est vous êtes en train de détruire la culture. Il restera plus que des marques commerciales, mondiales, du matérialisme. Et ça, évidemment, pour un certain nombre d'entre eux, c'est très très difficile à avaler. Je pense que les démocraties dites illibérales prospèrent là-dessus. Alors évidemment, c'est très complexe. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais il y a toute une vision de la culture et de la spiritualité. Je vous prends juste un exemple. La question de la liberté, parce qu'on dit démocratie illibérale, bon, ça veut dire que ce sont des démocraties non libres. Ce sont des démocraties dans lesquelles on réclame que soit mise une frontière à la liberté. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, chez Viktor Orban, c'est très très net, les Polonais sont certainement moins, disons, les gouvernants polonais d'aujourd'hui, les illibéraux sont moins malins que Viktor Orban. Donc chez Viktor Orban, c'est assez net. La phrase qu'en France, on oblige les enfants à apprendre par cœur à partir de quasiment de la maternelle, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est quelque chose d'absolument insupportable pour un Hongrois qui vote Orban. Pourquoi? Parce que ma liberté ne commence pas du tout là où commence ne s'arrête pas du tout là où commence celle de l'autre. Ma liberté s'arrête là où commence ma responsabilité. Voilà ce qu'on pense dans une démocratie illibérale. Autrement dit, il y a des limites à la liberté, comme vous vous souvenez peut-être que Montaigne lui-même disait « même la vertu a des limites ». Eh bien, même la vertu a des limites, la liberté a des limites. Il y a des moments où ça s'arrête, il y a des moments où notre responsabilité nous impose de nous arrêter. Donc, ce sont pas des gens qui sont contre la liberté, ce sont des gens qui disent qu'il y a des limites à la liberté, c'est pas parce que j'ai envie de ceci que je dois l'avoir. Et donc, là, il y a un débat, je regrette que ces gens-là soient seulement injuriés et qu'on ne débatte jamais avec eux, parce que je pense que ce serait intéressant de débattre pour savoir où s'arrête la liberté, vous voyez. C'est un peu ça qui se passe, enfin, grosso modo, hein. Alors, vous évoquez justement le fait que très souvent, lorsqu'on s'intéresse à ce qu'on voit le traitement réservé à ces pays dans les médias occidentaux, ils sont présentés comme retardataires, rétrogrades, donc on les insulte sans prendre la peine de discuter avec la vision du monde qui s'y exprime pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que néanmoins, dans les institutions de l'Europe, par exemple, est-ce que dans les... je pense au Parlement européen, mais je pense à toutes les institutions qui sont liées à la construction européenne, ou dans la vie intellectuelle, est-ce qu'un dialogue se maintient néanmoins aujourd'hui entre ces deux Europes? Est-ce qu'elles trouvent le moyen de voir de quelle manière leur vision pourrait mutuellement se féconder, ou est-ce qu'on est plutôt condamné, après la faille atlantique des années 90, à connaître une faille au sein même de l'Europe, comme si un nouveau mur se dressait, mais un mur d'incompréhension entre deux traditions européennes qui ne sont plus capables de se reconnaître comme étant mutuellement légitimes? Je pense qu'il y a un vrai mur d'incompréhension. Et il a commencé bien avant que les démocraties illibérales se mettent en place. Il a commencé dès les années 90. Pendant les années 90, j'ai beaucoup été dans ces pays et j'ai beaucoup rencontré les chancelleries, j'ai beaucoup dîné chez les ambassadeurs et il y avait
une manière de les ridiculiser dans les ambassades de France qui était incroyable, qui m'a toujours énormément choquée. Et aujourd'hui, il y a vraiment une incapacité de dialoguer, mais pas seulement entre l'Europe et ces démocraties illibérales. Là, il y a vraiment une incapacité de se parler parce que l'Europe ne veut pas leur parler, c'est tout simple. Mais de la même façon qu'on injurie tout courant, vision du monde ou parti, qui ne rentre pas dans la postmodernité telle qu'il faut la concevoir. C'est quand même c'est le politiquement correct. Mais en plus, et ça, je pense, c'est presque encore plus embêtant, c'est que dans ces pays mêmes, il y a un clivage absolument incroyable, une polarité entre les deux groupes, ceux qui défendent la démocratie illibérale et ceux qui défendent le régime précédent, ou le régime qu'ils espèrent être le régime suivant. Et ce sont très souvent, en Pologne, c'est carrément incroyable, et ils ne se parlent pas. Il y a pas très longtemps, j'ai été invité à un colloque du PiS pour la semaine prochaine. Et moi, j'y vais parce que moi, je veux discuter avec eux. J'essaye d'ailleurs de modérer ça. Eh bien, immédiatement, j'ai eu un mail du journal qui est l'équivalent du Figaro ici, qui me dit mais pourquoi est-ce que vous allez chez eux? Vous vous rendez pas compte? C'est très grave. Il faut pas parler avec ces gens, quoi. Vous voyez? Donc, je pense pas du tout qu'il y ait un dialogue, franchement. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de dialogue. Est-ce que ces pays, on peut dire, parce que donc vous dites qu'il n'y a pas de dialogue à l'intérieur même de ces pays quelquefois, est-ce que néanmoins, si on regarde ça sur le moyen terme, est-ce qu'on peut dire que la vision dite illibérale ou la vision plus conservatrice, je ne sais pas quel terme utiliser dans telles circonstances, est-ce qu'elle est elle est encore en position hégémonique ou avec l'arrivée des nouvelles générations, est-ce qu'on peut dire qu'elle est en train de régresser et qu'elle elle semble de plus en plus résiduelle, condamnée à périr? Donc, est-ce qu'elle est vraiment en capacité aujourd'hui de fournir, de générer une pensée, de générer des politiques et ainsi de suite, ou est-ce qu'il s'agit d'une forme de volonté de faire barrage devant par ailleurs une mutation démographique et culturelle qui serait inéluctable? En fait, il y a deux pays qui sont concernés, c'est la Hongrie et la Pologne. La situation, à mon avis, est un peu différente, autant que je sache, parce que je connais pas ces langues, donc c'est difficile de bien connaître les pays quand on connaît pas les langues. La situation, je pense, est un peu différente des deux côtés. Chez Orban, vous avez une situation qui est bien en main. Orban, effectivement, tient la situation en main, et une grande partie du pays le suit. Simplement, il s'inquiète pour sa succession. Alors, il est en train de mettre en place des gens plus jeunes que lui, qui sont d'ailleurs très bien. Il a de très bonnes idées de réformes qui sont, à mon avis, plutôt modérées dans un sens conservateur. Bon, naturellement, je ne dis pas qu'il y a rien à redire. Il y a certainement des choses à redire, des choses qui ont été maladroites, mais je n'utiliserai pas du tout les injures qu'utilisent mes amis français à l'encontre de Orban. Et ça, peut-être que ça pourrait durer. En Pologne, les choses sont beaucoup plus compliquées parce qu'en Pologne, bon, évidemment, le PiS représente la moitié de la population. À l'élection, c'est une évidence. Mais alors, comment vous dire les choses? Ils sont pas malins. Ils sont excessifs, ils sont extrémistes, et ça, vous savez, ça pardonne pas. Puis ça peut se comprendre. C'est assez horripilant. Alors quand vous voyez en face, vous avez en face une élite qui est quand même ultra sophistiquée, intelligente, modérée, calme. Je suis pas sûr que ça dure très très longtemps quand même. Il est là le problème. Vous comprenez, quand on se trouve en face de gens un peu frustes, on s'en débarrasse plus vite. C'est un peu ça le problème, je pense. Maintenant, après, en dehors de toutes ces choses qui sont peut-être plus ou moins des détails, j'en sais rien. Est-ce qu'une vision du monde conservatrice à ce stade peut perdurer en Europe? Je sais pas, c'est une question qu'on peut poser. Est-ce qu'on peut résister à la postmodernité? C'est une question qu'on peut poser, ça, vous savez. Alors, nous nous rapprochons de la fin de cet entretien et vous avez évoqué au tout début, vous nous dites qu'il y a une différence fondamentale. Vous dites des sociétés plus romantiques, des sociétés qui n'ont pas le même rapport à la culture, qui n'ont pas le même rapport probablement à la liberté.
n'ont pas le même rapport à la spiritualité probablement aussi. Et vous nous dites qu'on doit, si on se penche sur ces sociétés, c'est parce qu'on peut aussi y apprendre quelque chose pour les sociétés occidentales qui ont quelquefois l'impression d'être à l'avant-garde de l'histoire et que personne ne peut leur apprendre quoi que ce soit, sinon la nouvelle minorité d'avant-garde qui en émerge. À la lumière de votre de ce dictionnaire encyclopédique, de ce travail de fond à la fois sur les penseurs et sur les grands thèmes qui se dégagent de l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle, en fait depuis 45 en Europe de l'Est, pardonnez cette question toute simple, mais quelles seraient les grandes leçons en quelque sorte que nous pourrions retenir de la pensée est-européenne pour penser les propres limites de la postmodernité occidentale? Est-ce qu'on peut retenir des leçons et si oui, lesquelles? Vous avez là une pensée qui, dans l'ensemble, est que j'appellerais une pensée personnaliste. En fait, c'est ça. C'est une pensée spirituelle. Même d'ailleurs chez les agnostiques tchèques, la pensée est spiritualiste. Et au fond, ce sont, grosso modo, ce sont des personnalistes. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Ils nous apprennent ils nous enjoignent d'abandonner le manichéisme qui est le nôtre. Vous savez, nous, on est quand même encore restés dans le manichéisme complet. On s'imagine que Satan existe sur Terre. Et par conséquent, nous sommes des anges, parce que si Satan existe, en face, nous sommes des anges. Donc, on a tendance à voir la vie politique comme ça, ce qui est un drame absolu, parce que, justement, le monde humain n'est pas fait comme ça. Donc, vous avez toute une réflexion anthropologique chez eux, qui serait très importante, pour nous de reprendre, d'étudier, comme par exemple lorsque Kolakowski dit que l'homme est un être de honte, de dette et de doute. C'est une chose qui est assez difficile à croire ici, par exemple en France. L'homme est un être de honte. Ça renvoie, vous savez, à l'histoire d'Adam et Ève qui s'aperçoivent qu'ils sont nus. Il y a toute une réflexion anthropologique qui pratiquement a disparu chez nous, qui a existé jusqu'à il y a un siècle à peu près, et qui a disparu, et je pense qu'elle pourrait être récupérée avec profit, parce que là, c'est une réflexion anthropologique personnaliste, mais qui est complètement moderne, parce que ce sont des gens qui ont saisi la modernité, même avec un peu de retard, parce que le communisme était en fait une espèce de congélation, mais quand même, ils ont continué à réfléchir pendant ce temps, donc je pense qu'on peut apprendre beaucoup. Je me permets une dernière question. Parmi les auteurs d'Europe de l'Est traduits en français, lesquels, d'après vous, sont quelqu'un qui voudrait s'initier minimalement à ces questions, qui voudrait se tourner vers la pensée politique d'Europe de l'Est et qui voudrait, d'une manière ou de l'autre, s'y alimenter? Quels sont les auteurs, ou peut-être simplement quels sont les livres qui devraient être les premiers sur non pas la liste de lecture, mais sur le chemin intellectuel de ceux qui voudraient partir à la rencontre de cette pensée de l'Europe de l'Est, au-delà bien évidemment de votre dictionnaire et de l'introduction que vous y signez? Tout dépend si on aime la littérature ou la philosophie, mais tout à l'heure vous avez évoqué Kundera. Je pense que Kundera, qui est très bien traduit dans plusieurs langues, est un auteur très très intéressant, parce que justement ces personnages vivent dans ces territoires-là et sous ces régimes, et ils les analysent en même temps qu'ils vivent, donc c'est très intéressant et c'est très bien écrit. Sinon, j'ai cité tout à l'heure Kolakowski, qui est un auteur polonais là, qui est en général plutôt bien traduit, hein, pas tout, hein, naturellement. Mais il est vrai que le problème que nous avons, c'est quand même que beaucoup de choses n'ont jamais été traduites. Donc, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai jamais pu lire, parce que je suis pas capable de lire du polonais ou du tchèque, bien sûr. Mais le hongrois Márai, c'est très intéressant, Márai, parce que bon, d'abord ses romans sont de belles descriptions de la société de son temps, et puis en plus il a bien décrit les épisodes historiques avec son langage de littéraire, donc c'est très intéressant. Il y a énormément de choses quand même. Alors, pour réussir à se plonger dans cet univers, je redonne le titre de votre livre, La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. C'est un dictionnaire encyclopédique sous votre direction, Chantal Delsol. Je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées mènent le monde. Merci beaucoup.
Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.